Bonjour à le monde aux ceux qui étaient là au début, puis bonjour aussi aux personnes nouvelles qui sont jointes à nous, c'est super cool. Tantôt, on a parlé de nouvelle gestion publique et de gouvernance. On ne rentrera pas là-dedans, on va changer de sujet. On va parler de santé aujourd'hui maintenant. Pourquoi on en parle? Dans la mesure où la santé, c'est un service public, certes vraiment essentiel, on va en revenir. Et c'est celui qui nous touche le plus en tant que citoyens et citoyennes du Québec. Au Québec, on a un truc qui s'appelle l'assurance santé, l'assurance maladie, c'est-à-dire un régime d'assurance publique qui couvre les dépenses en santé, qui est un gain des années 70, la petite carte soleil. Mais ce système de santé publique-là prend aussi la forme d'un réseau de plusieurs institutions et d'agences disséminées à travers le territoire du Québec et dont l'objectif, c'est d'offrir des soins à la population, des soins qui sont de qualité, qui sont accessibles, des soins aussi qu'on contrôle les dépenses. Bref, il y a une logique derrière de contrôler, de s'assurer que l'État s'assure de l'offre des soins. Alors, je vais vous demander de retenir en tête dans ces deux aspects-là, autant l'aspect financier, c'est-à-dire que l'État couvre les dépenses que nous, dans un autre monde, il faudrait peut-être payer pour la santé, et aussi le fait que l'État offre des soins. On va revenir sur ces deux aspects-là. Je vais juste faire très brièvement un léger résumé de la dernière conférence pour setter le cadre. On a parlé de nouvelle gestion publique et de gouvernance. Par ces mots-là, j'avais en tête que, en fait, ici, on a une conférence sur le... Hey, je me suis pas présenté, excusez-moi. Je m'appelle Samuel Lesage, je suis étudiant à la maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal et je suis aussi membre du comité de la recherche et affaires académiques. Excusez mon empressement, là, on a le temps serré devant nous, alors... excusez. Donc, je prends où j'étais. On a une conférence sur l'austérité et en effet, on associe souvent l'austérité à des compressions, des coupures, on coupe dans les salaires, on coupe dans les programmes sociaux, on coupe dans les services publics, et ainsi de suite. Mais c'est pas juste ça, l'austérité. C'est là qu'un théorème comme la nouvelle gestion publique théorie bien intéressante, c'est que derrière l'austérité, il y a aussi une volonté de privatiser l'action de l'État, de privatiser les services publics, puis que ceux-ci, donc, soient donnés différemment. En fait, on les conçoit, on les gère comme si c'était une entreprise privée. Et le but de là, c'est de contrôler au maximum les dépenses tout en pouvant donner les services aussi. Alors, je ne m'attendrai pas trop dans la théorie, je vais plutôt vous illustrer cette idée-là avec des exemples concrets tirés du monde de la santé. Et mon but, après mon petit 15-20 minutes, c'est de vous montrer à quel point que ça va mal au Québec en santé en ce moment. Il y a des bons côtés aussi, des très bons côtés, mais il y a des problèmes assez majeurs qui vont juste s'amplifier avec le temps s'il n'y a pas de mobilisation sociale importante qui se met en place pour tout arrêter ça. Je vais vous parler plus précisément de quatre trucs spécifiques. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs et c'est compliqué. J'en ai pris 4 que je connais relativement bien et que je vais essayer de bien vous vulgariser. Le premier, c'est le cas des cliniques médicales associées. Le deuxième, c'est la méthode Lean. Le troisième, c'est le financement des infrastructures par mode PPP, les partenariats publics-privés. Et le quatrième, c'est les projets de loi 10 et 20. Donc, c'est ça. Pour commencer, les cliniques médicales associées, ce qu'on nomme les CMA. Qu'est-ce que c'est ça? Dans le fond, c'est vraiment d'intégrer les cliniques privées dans le système public afin de donner des services de soins. On ne se cachera pas au Québec, il existe un problème de file d'attente. Et une solution qui a été émise en 2006 pour pallier ce problème, c'est que l'État loue les places, loue des cliniques privées, loue leur espace, envoie leurs docteurs dans ces espaces-là, les docteurs qui travaillent pour le régime public, et qu'on profite de ces espaces-là pour faire plus de chirurgie. On ouvre aussi davantage de lits pour accueillir les patients et les patientes qui doivent être en convalescence de récupérer de leur chirurgie. Alors l'idée semble bonne parce qu'on loue des infrastructures, le privé est intégré dans le système public, eux ils font de l'argent, nous on décongestionne, puis comme c'est le privé, puis comme eux vont être rentables, ça ne va pas coûter trop cher. Est-ce que la solution est aussi facile, est-ce que c'est aussi magique que ça? On en doute fort. Il y a eu à Montréal le cas le plus gros de ce genre de clinique médicale associée-là, qui est la clinique Rockland. Il y a eu un partenariat entre l'hôpital Sacré-Cœur et la clinique Rockland en 2008. Et après 6 ans, peut-être que vous avez suivi ça cet été, il y avait une petite saga avec ça aussi, là, qui vont savoir l'avenir de l'entente. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que l'entente a coûté environ 28 millions de dollars de plus que c'était prévu. C'est-à-dire ça a coûté 28 millions de dollars de plus que si ça avait été l'hôpital public avec ses médecins dans ses installations.
Alors, il y avait vraiment un dépassement des coûts qui n'avait pas été prévu, qui avait été ignoré, même négligé, mais qui aurait pu être prévu si ça avait été les compétences publiques qui se chargeaient d'opérer leur propre chirurgie. Mais en plus de ça, dans cette histoire-là, c'est que la clinique avait fait des facturations illégales à des clients, des clientes, des petits extras, je sais pas moi, plus confortables, je sais pas, des meilleurs oreillers, des trucs comme ça. On parle d'environ 200 000, 300 000 $ de facturation illégale qu'on peut récupérer, mais ça, c'est juste une partie de toutes les facturations illégales qu'on cherche encore un peu à récupérer pour le moment. Et ces cliniques médicales associées-là, il y en a de plus en plus au Québec, il y en a 43. Et ce qui est très drôle, la liste peut être disponible sur Internet, on trouve des centres esthétiques, on trouve des centres de médecine, mais beaucoup de chirurgie esthétique, des petits endroits qui font des trucs relativement mineurs, qui tout d'un coup gagnent des accréditations de pouvoir donner des opérations médicales. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment une sorte de marché qui se met en place pour que ces cliniques-là reçoivent donc des généreuses subventions gouvernementales à offrir leurs espaces à d'autres, aux médecins du public pour donner des services. L'affaire là-dedans, ce qui est dommage, c'est que en ouvrant de telle sorte le privé au sein du public, non seulement il y a une sorte de compétition malsaine qui va jouer entre nos institutions publiques et entreprises privées, mais en plus de ça, au final, on parle de contrôle des dépenses. Je rappelle, le but d'un système public, c'est aussi d'être capable de prévoir l'évolution du système de santé puis d'y réagir. En dépendant de plus en plus du privé pour faire ça, ben, on parle de contrôle de ces dépenses-là, alors que le but du privé, c'est facile, c'est de faire du profit et d'être rentable le plus court terme possible. Et ça se manifeste entre autres par le fait que ces cliniques-là vont prendre en charge des chirurgies relativement simples, genoux, cataractes, hanches. C'est des trucs qui sont importants, mais ce ne sont pas des trucs vitaux, comme le cancer, une maladie chronique, des soins palliatifs. Ça, c'est relégué aux hôpitaux. Le système public est là, dans cette image-là. Le système public de santé va être davantage être mis en place pour s'occuper des cas lourds. Et bien, le privé va avoir comme clientèle des gens en santé qui ont des problèmes occasionnels qu'ils peuvent régler. Alors, il y a vraiment un parasitage du privé sur le système public. Je sais que quand je vais vite, c'est aussi pour ménager une période de questions à la fin, au cas où il y a des citations, des questions, compréhension. Deuxième point, je vais vous parler. Je vais vous parler de la méthode Lean. Ça, c'est un truc qui est de plus en plus implanté dans les hôpitaux et les centres hospitaliers au Québec. C'est pas mal, pour ceux qui ont tantôt, je vais répéter la même chose, le mal absolu en santé. L'idée de la méthode Lean, c'est de prendre chacune des opérations du corps professionnel médical, surtout les infirmières, de le chronométrer à la seconde, puis d'avoir une gang de sensus gestionnaires derrière les infirmières avec des rapports qui évaluent à quel point ils sont efficaces et optimales. Et ça, l'idée, c'est de se dire, OK, la santé, ça coûte cher, fait qu'on va être sûr que chaque employé qui travaille dans la santé, bien, chaque sou investi dans son salaire, son travail, en vaut la peine. Pendant son corps de travail, il faut qu'elle travaille au maximum. Cette méthode-là est extrêmement décriée par de nombreux syndicats de la santé, notamment la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Ils ont critiqué ses effets déshumanisants, la pression incroyable qui est mise sur les employés qui sont traités comme des ouvriers, des ouvrières dans une chaîne de montage. D'ailleurs, la méthode Lean, ça vient, en fait, c'est inspiré des usines Toyota au Japon, où on monte en chaîne des voitures. Et entre autres, au CHUM, où ça avait été implanté, cette mesure-là, on observe une augmentation explosive de l'absentéisme, mais aussi des accidents de travail, des blessures, des problèmes musculaires, des problèmes squelettiques, des dépressions, des suicides même. C'est épouvantable. Et le CHUM est vu comme l'un des hôpitaux où on implante cette méthode-là de manière expérimentale dans un gros hôpital. Parce qu'avant, il y avait des petits centres hospitaliers en région, c'était implanté. Le CHUM et le COSM, c'est les deux premiers gros centres hospitaliers qu'on implante ça. Puis à date, on dit que c'est un succès. Donc là, on veut encore plus l'implanter. Alors, l'idée derrière ça, justement, comme j'ai dit, c'est de vraiment d'optimiser les ressources humaines, de faire ça qu'ils travaillent le mieux. Et ce qui est plus ironique là-dedans, c'est que à la place, on pourrait tout autant engager davantage de personnel infirmier, ce qui n'est pas fait, mais on augmente le nombre de gestionnaires, de cadres, de conseillers en ligne, dont le but, c'est qui coûte très cher d'ailleurs, et dont le but, c'est de voir comment on peut encore mieux optimiser ce travail-là. C'est un petit peu absurde comme situation. Troisième truc que je vais vous parler, c'est la formule de financement des partenariats publics-privés dans les centres hospitaliers, les PPP. Ça, encore une fois, je me fie encore sur le CHUM, il y a aussi le COSM, il y a d'autres centres hospitaliers, d'autres CHSLD au Québec qui
qui sont financés et construits cette formule-là. L'hôpital de Québec, ici, l'Université de Québec a failli passer, mais finalement, c'est du ressort public. Alors, pourquoi je parle de ça, c'est qu'on moins maintenant, parce que ça a fait un peu de scandale back in the days, mais encore, il y a beaucoup d'infrastructures publiques et beaucoup de structures publiques en santé qui sont financées en mode de PPP, et ça pourrait aussi revenir en force. L'idée, c'est qu'on on demande à un consortium privé de nous construire et d'entretenir pour nous une infrastructure publique. Par exemple, un gigantesque hôpital. Au bout de 30 ans, c'est comme si le gouvernement était locataire. Au bout de 30 ans, à force de payer le prix du PPP, bien là, on devient propriétaire du bâtiment. Cela étant dit, le PPP, on va trouver une formule magique où les forces du privé pouvaient comme rejoindre la volonté publique puis avoir une sorte d'économie de coûts tout en permettant d'avoir des services un peu moins chers. C'est jamais arrivé parce que les estimations les plus généreuses mettent que le PPP va coûter au moins double de ce qui avait été prévu. Ce qui aurait pu coûter, c'était juste les deniers publics qui le payaient. Je répète ce que je viens de dire, c'est un peu compliqué. Si ça avait été le public, d'ici 30 ans, qui avait fait le PPP, ça aurait coûté la moitié moins cher. Au mieux. Les coûts peuvent encore plus augmenter. Mais en plus de ça, c'est les coûts d'entretien des infrastructures, comme changer une ampoule coûte 500$ au PPP, ce qui est ridicule. Et en étant cette formule-là, c'est aussi une perte d'expertise et d'autonomie de la part du pouvoir public qui se met en place. C'est-à-dire que à la place de faire confiance au pouvoir public, mais là, on fait appel au privé et on perd quelque chose qui avait été bâti à travers le temps. Et on est pris à la gorge avec une fiscalité déficiente pour gérer ça. Et dernier point en santé que je vais vous parler ce soir, c'est le projet de loi 10 et le projet de loi 20 qui ont défrayé la manchette récemment. Ils ne sont pas encore adoptés, ils sont sur la table et les syndicats et les regroupements professionnels progressistes en la santé sont en colère là-dessus avec raison. Les deux projets de loi, le but c'est de, comme je vous dis, contrôler les dépenses affolantes du système de santé. Là-dessus, je vous dis tout de suite, le système de santé financièrement va très bien. Les dépenses en santé, c'est les dépenses qui ont parmi les moins augmenté dans la fonction publique depuis 1875. Cette citation, je la tire du livre « Privé de soins d'élèves à bon cœur ». Et juste le propre donc, de ce contrôle des dépenses-là nous montre que les dépenses qui augmentent le plus, ce n'est pas le vieillissement de la population, c'est payer la dette qu'on contracte en privatisant le système de santé, et c'est payer aussi des trucs comme l'assurance médicaments, payer ou alors, ouais, c'est ce genre de choses-là. Bref, c'est pas, et malgré tout, ces dépenses importantes-là, les dépenses en santé n'augmentent pas de manière considérable. Le vieillissement de la population ne va pas amener une explosion des coûts. Alors là-dessus, il faut absolument relativiser le discours qui tente de nous légitimer ce projet de loi-là. Quels seront leurs effets? Bien, le projet de loi 10, le but, c'est de prendre les différents établissements de santé et de les fusionner pour créer des espèces de gigantesques centres de santé, qu'on s'appelle les CISSS, les Centres intégrés de santé, de soins et services sociaux. Et le problème avec ces trucs-là, c'est que ça va créer des espèces de gigantesques structures. Là, c'est pas si mal à Montréal, parce qu'une 2, 3, 4, c'est pas si mal dans les centres urbains, mais en région, quand ton CISS est à 3 heures de chez toi, il y a un problème rendu là. Et en créant ces gigantesques structures-là, le but, c'est d'amener un meilleur contrôle des dépenses, c'est-à-dire on va vraiment une volonté de mettre un meilleur contrôle sur les employés pour être sûr qu'il y a un bon travail, que c'est un travail optimal, un travail efficace. Fait encore une fois, derrière ces CSSS-là, c'est encore une fois la volonté de mettre une gang de gestionnaires dont le but, je pense, c'est de tout à fait contrôler la manière dont sont gérés les soins et les services de santé à travers le Québec. D'autant plus que le ministre Barrette, avec son projet de loi, s'est arrogé des pouvoirs extrêmement importants de décider qui va être à la tête de ces CSSS-là. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont dénoncé complètement cet état de fait-là. Pourtant, ça ne s'est jamais vu que le ministre de Santé se donne autant de pouvoir dans la gestion des services de santé. Et finalement, par rapport, il faut savoir aussi que ce projet de loi de fusion-là, c'est pas nouveau. En 2003, quand les chercheurs arrivent au pouvoir, Philippe Couillard, alors ministre de la Santé, fusionne les agences de santé, fusionne certains établissements et crée les CSSS. On nous disait, bien, ça va optimiser le travail, on va centraliser, on va réduire les dépenses, ça va être plus efficace, on va combler les fils d'attente, encore une fois. C'est tout à fait l'inverse qui s'est passé. Il y a eu une période de confusion complète, on ne savait plus quoi faire, les syndicats étaient en train de capoter, puis les fils d'attente ont augmenté, il y a eu une confusion importante, et c'est environ le même scénario qui semble se produire cette fois-ci. D'autant.
Et oui, c'est ça. Finalement, par rapport à ce projet de loi 10, c'est aussi une volonté évidente d'accélérer la sous-traitance dans le système de santé, c'est-à-dire les cafétérias, la buanderie, le nettoyage, l'entretien des infrastructures. En créant ces méga centres-là, on va être capable de davantage saucissonner, de davantage dire il y a ci, ça à faire, et de dire les services privés peuvent arriver, les entreprises privées peuvent arriver et nous dire, et dire ben, on peut faire ci pour vous, si vous voulez. Il y a définitivement cette volonté-là derrière qui est mise en place, et ben, on n'aura aucun contrôle sur ces dépenses-là. Et pour terminer, par rapport au projet de loi 20, qui est vraiment épouvantable, le projet de loi 20, lui, a pour objectif de mettre au pas et discipliner les médecins de famille, les omnipraticiens et omnipraticiennes, qu'on les appelle, et en disant qu'apparemment, ils ne travailleraient pas beaucoup, ces personnes-là. Il y aurait des conditions de travail assez luxueuses. La moyenne de travail normale étant de 175 jours, selon le ministre Barrette, les omnipraticiens et omnipraticiennes travailleraient seulement que 117 jours par année. Ce chiffre-là, on ne sait pas trop d'où est-ce qu'il sort ou comment ils l'ont sorti, parce que selon la Fédération des omnipraticiens du Québec, c'est plutôt 216 jours par année que les médecins de famille travaillent. Puis, il y a un conflit évident qui se met en place entre les décideurs politiques et les médecins de famille. Et ce conflit, c'est de savoir la profession de médecin, comment on la considère. Et là, comment on est considéré, c'est qu'on veut que ces gens-là travaillent, le plus possible de gens, comme si c'était comme de machines ou robots à soins de santé. Alors qu'on sait bien que les soins de santé, ça demande du temps, ça demande de l'attention, ça demande un souci. Et ces dimensions vraiment humaines dans la santé sont complètement mises de côté et ignorées parce qu'on veut que le salaire du médecin soit rentable. On veut que l'investissement soit bon. Et la loi, le projet de loi 20 prévoit que si un médecin de famille ne fait pas le quota d'heures réglementaire, on lui pénalise son salaire. Moi, personnellement, je trouve c'est une manière complètement débile de traiter nos médecins. C'est une profession quand même assez importante en société. Bref, ça me fait le tour de mon topo. Je vais conclure en remettant en lien ce que j'ai dit au début. Comment on peut comprendre tout ça comme étant la privatisation des services de santé? Le mot privatiser, c'est un mot qu'on entend souvent, c'est de buzzword dans le milieu de gauche. Là. On privatise, c'est méchant. Mais concrètement, le système de santé, je l'ai résumé de deux manières. C'est un financement assuré par les pouvoirs publics et une offre de services assurée aussi par les pouvoirs publics. Il faut comprendre que quand on parle de privatisation, c'est de revoir ces deux points-là afin qu'il y ait davantage d'intérêts privés qui en prennent le contrôle, qui les donnent, mais que ça va à leur intérêt. Alors, au cours de le financement, c'est justement, c'est un financement dans les cliniques médicales associées, c'est exactement ça. Nous finançons des soins de santé, mais qui vont être donnés dans des services, dans des entreprises privées. Au niveau de l'offre, c'est ça aussi qu'on parle du ligne. On s'inspire du modèle privé pour donner des soins de santé. La même chose qu'on des PPP ou des projets de loi 10 et 20, on s'inspire du privé pour considérer que nos systèmes de santé, c'est une machine qui va mal, il faut que ce soit rentable et productif. Or, le problème là-dedans, ben, notre santé à nous, on en parle très peu souvent, et c'est peut-être ça le problème. Nos décideurs politiques sont davantage concernés par la petite politique et la gestion comptable, alors que ben, il y a la santé des gens là-dedans qui est en jeu. Merci beaucoup. Peut-être une ou deux petites questions très rapidement. On est quand même prêt. Non? Bon ben, super. À toi, Fanny. Bonjour, merci d'être ici. Je m'appelle Fanny Poirier, je suis étudiante en sciences politiques, en analyse politique à l'UQAM. Je suis membre de l'AC et aussi membre plutôt active dans les comités Printemps 2015, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est des comités militants qui visent vers une mobilisation citoyenne ce printemps contre les mesures d'austérité et l'exploitation des hydrocarbures qu'on considère relever d'une même dynamique politique, idéologique, qui n'est pas nécessaire, mais aussi destructive.
Je revois quelques visages qui étaient ici tantôt. Je m'excuse, je vais comme refaire un peu le même topo que j'ai fait tantôt. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Donc c'est ça, on est dans un panel qui parle d'austérité. C'est un petit peu difficile de ne pas entendre parler d'austérité en ce moment, à moins de vivre en dessous d'une roche. C'est vraiment le gros phénomène politique au Québec en ce moment. Comment définir l'austérité? On peut parler d'une logique budgétaire gouvernementale où est-ce que l'État, grosso modo, va se désinvestir de ses responsabilités face aux services publics et aux biens communs, là, aux biens publics, pour avantager l'entreprise privée, à même les fonds communs. Cette dynamique-là fait partie d'un paysage politique beaucoup plus large, beaucoup plus global que ce qu'on peut observer au cours de la dernière année ou même au cours des dernières années au Québec. En fait, c'est une dynamique politique qui relève directement de ce qu'on appelle le néolibéralisme. J'ai fait un petit Léo. Oui, c'est ça. En fait, le néolibéralisme peut être défini comme étant la soumission de l'homme aux forces impersonnelles du marché, soumission qui est considérée comme saine et naturelle. Heureusement, les femmes n'y sont pas soumises, donc il y a une perspective révolutionnaire là-dedans. Mais ça, c'était la définition de Hayek, qui est un économiste libéral quand même connu. Donc voilà, on conçoit cette soumission-là de la communauté politique aux forces du marché comme étant souhaitable, parce qu'on conçoit le marché comme étant une entité organique qui comporte des lois naturelles susceptibles d'encadrer de façon tout à fait normale l'ensemble de la société. Donc, on va se servir de cette idée-là, comme quoi le marché libre est un phénomène tout à fait organique et naturel, souhaitable, pour justifier un processus de transformation étatique où est-ce que l'État va se mettre à aménager l'environnement économique, politique, culturel, idéologique, pour prioriser, avantager l'entreprise privée au détriment de tout le secteur public. Donc, dans cette perspective-là, les inégalités sociales ne sont pas perçues comme étant un gros enjeu dangereux, c'est plutôt comme du dommage collatéral qui relève de la banalité puis des normalités. C'est comme ça que ça se marche, c'est comme ça que ça marche dans le marché libre. On peut identifier l'avènement du néolibéralisme avec une de mes idoles, Madame Margaret Thatcher, qu'on a surnommée la Dame de Fer, pas pour rien. Elle a pratiquement détruit tous les services sociaux qui étaient sous son pouvoir en 1 an ou 2 de règne. Dans le fond, elle est arrivée au pouvoir et elle prônait, ouvertement, un capitalisme populaire. Donc, la première chose qu'elle a fait en arrivant au pouvoir était de réduire de moitié le secteur public et les services sociaux. Donc, en conséquence, vous avez eu 1 million de salariés du service public qui sont passés au privé. Donc, ces services-là sont aussi passés du côté payant. Donc, l'accessibilité a été évidemment beaucoup réduite. Donc, on parle aussi d'une énorme réforme fiscale, un peu comme ce qu'on peut voir ici au Québec, pour avantager les entreprises privées puis faire bénéficier les riches. C'est une ritournelle qu'on connaît bien. On parle aussi de grandes attaques contre les droits syndicaux, des grosses restrictions au niveau du droit de grève, qui est une tactique tout à fait incontournable au niveau des mouvements populaires travailleurs pour faire respecter le droit de tous et chacun et chacune. Des énormes compressions dans la majorité des services, les transports, la santé, le logement. Ça a eu comme effet une montée quand même phénoménale des emplois précaires qui sont à ce moment-là, on parle des années 80, mais qui sont encore aujourd'hui majoritairement occupés par les femmes. Donc, c'est ça, on parle de néolibéralisme. C'est un courant idéologique là, qui va affecter autant la politique, l'économie, la philosophie, puis qui se retrouve au sein du gouvernement sous la forme d'un agenda facilement identifiable. On va retirer l'intervention de l'État dans toutes les sphères publiques, parce qu'on va considérer ça comme étant malsain, en fait, l'investissement, l'intervention étatique dans les affaires publiques est vue comme étant un obstacle au bon fonctionnement du libre marché, donc elle doit être absolument réduite au maximum et le plus vite possible. Dans cette
ce mouvement-là, on voit un grand mouvement de privatisation, c'est facile à identifier. En ce moment, au Québec, on parle de 2 millions de coupures dans le secteur seulement de l'éducation, puis pendant ce temps-là, on continue de financer le secteur privé, les écoles privées, les collèges privés, etc. Pendant ce temps-là, les chargés de cours se font couper à la centaine. Cette session même, ça commence. Moi, je suis à l'UQAM, il y a 150 chargés de cours qui sont mis à pied cette session dès maintenant. Ça veut aussi dire qu'il y a 150 cours qui ne seront plus donnés à l'UQAM. On parle aussi d'énormes compressions au niveau du salaire, les droits de retraite, etc. Les conditions de travail deviennent généralement beaucoup plus difficiles à tenir. En parallèle à ça, on voit une grosse ouverture aux multinationales. Il faut créer de l'emploi, il faut ouvrir le marché, il faut abattre les frontières économiques le plus possible. C'est exactement ça qui se passe au fédéral comme au provincial, encore une fois, avec les gouvernements qui applaudissent les compagnies pétrolières, les projets pétroliers, alors que vous avez des grands segments de la population qui se soulèvent depuis environ 10-15 ans pour dire non aux projets pétroliers, puis pour décrier les impacts destructeurs que ça va avoir sur notre environnement immédiat, sans parler des revendications territoriales, des droits ancestraux des communautés autochtones qui sont largement floués par ces mesures-là, qu'on identifie comme étant foncièrement antidémocratiques et anticonstitutionnelles. Donc, dans cet objectif-là, on parle de discipline budgétaire, de rigueur. Il ne faut surtout pas parler d'austérité, il paraît que c'est une vie de l'esprit. Mais c'est ça, on impose à la population une certaine discipline, une rigueur. On commence à parler un peu des services essentiels, des services sociaux comme étant quasiment des caprices. L'accès universel aux services de santé, aux services d'éducation, au logement, etc., ça commence à être un petit peu vu comme... c'est ça, c'est des caprices, c'est nous qui voulons trop pour notre argent. Pourtant, il y a un petit problème là-dedans parce que la majorité de l'argent de l'État, si je ne me trompe pas, revient de nos impôts. C'est la richesse nationale dont il est question. Alors pourquoi est-ce qu'on réinvestit dans l'entreprise privée qui n'est pas axée pour le bien commun du tout, mais pour le profit personnel? Donc, on finance en ce moment une entreprise privée qui va agir au contraire de notre avantage. On assiste parallèlement à ça, à ce qu'on appelle en sciences politiques la crise de l'État. Il y a un rôle étatique qui se perd puis qui se floue énormément sous l'influence de cette vague-là idéologique. Historiquement, on a vu une progression du rôle de l'État qu'on a vu comme des débouchés à travers les différents mouvements sociaux et les luttes populaires qui ont amené à ce qu'on appelle l'État-providence. Donc, au début de la conception de l'État, on a vu arriver un État qu'on appelait un État gendarme qui s'assurait grosso modo seulement de s'occuper de la défense nationale puis de s'arranger pour ne pas se faire envahir par un autre pays. Puis progressivement, on est arrivé à ce qu'on appelle l'État-providence, où est-ce que le rôle de l'État s'agrandit beaucoup plus et va inclure le fait d'être garant du trésor national, de la richesse nationale, où est-ce qu'il va aller percevoir des impôts au sein de la population, mais aussi se transformer comme agent commerçant. L'État fait maintenant du commerce aussi. Puis en échange de notre vote pour une élite dirigeante, on s'attend à des services de retour. Donc l'État est supposé assurer notre sécurité physique, notre propriété privée, puis notre accès un peu, bon, c'est pas textbook, là, mais dans l'inconscient collectif, quand on va voter pour quelqu'un, on met quelqu'un à la tête qui va s'occuper du bien commun, un peu à notre place. Donc, s'assurer que tout le monde ait accès à une redistribution plus ou moins égale des richesses collectives. On est en train d'assister à un revirement de situation, où est-ce que le rôle de l'État est vraiment plus la même chose. Les priorités sont en train de glisser. On continue de nous dire, garantissez-nous votre légitimité démocratique, venez voter à chaque 4 ans pour votre super grande dirigeante. En échange de ça, on va s'occuper de vous. Sauf qu'il commence à y avoir des tendances du cynisme quand même. On observe une baisse de participation aux élections. La majorité des jeunes se désintéressent complètement du système électoral en ce moment au Canada. Il y a des gros doutes. On commence à avoir l'impression que peu importe pour qui on vote, on va se ramasser avec le même résultat. Les mesures d'extractivisme continuent de battre leur plein. La tendance à la privatisation est quand même toujours
toujours bien en vie, peu importe le gouvernement au pouvoir. On finit dans le fond par se dire « je vais aller voter pour le moins pire », en sachant très bien qu'il va arriver la même chose. C'est parce que peu importe le nom du parti, l'idéologie dominante en ce moment, c'est ça, c'est le néolibéralisme. C'est l'avantage aux classes dirigeantes, c'est l'avantage à l'entreprise privée au détriment de la communauté collective. On peut peut-être parler à ce moment-là d'une crise de la démocratie, parce que moi, j'ai jamais voté pour les lobbies, puis j'ai jamais voté pour les compagnies pétrolières qui vont mettre en grand danger mes conditions de survie en tant qu'humaine pour les prochaines générations. Les recherches scientifiques qui sont encore assez financées pour voir le jour insistent sur le fait que le pétrole doit absolument rester en dessous de la terre si on veut éviter une crise humanitaire d'envergure. Puis là, je ne parle pas de dans 40-50 ans, là, on parle dans les 10 prochaines années. On assiste à des fuites de pétrole partout sur le territoire en ce moment, sur une base quasiment quotidienne. On n'entend pas parler. En fait, ce qu'on entend parler, c'est que ça continue de forer partout, puis on commence à produire du pétrole selon la presse au Québec. C'est la grande avancée économique de l'heure. On peut identifier une espèce de pensée magique là-dedans, parce que d'un côté, depuis les années 80, il y a une grosse tendance à l'appauvrissement massif de la masse de la population, puis on a une petite tendance à faire présenter des solutions miracles. C'est pas grave, on a trouvé du pétrole, continuez de rusher tout le monde, nous autres, on va vous fournir de l'emploi. C'est mensonger. Les emplois, les perspectives d'emploi au Québec avec les projets pétroliers en ce moment, il n'y en a pas plus que 300-400 emplois là, à court moyen terme qui vont se créer en échange d'un désastre économique. Un désastre économique, oui, parce que cet argent-là ne reviendra pas nécessairement à la population, mais un désastre environnemental, surtout qui sera très difficilement récupérable une fois que les projets vont être arrivés à aboutissement. Je ne sais pas si vous êtes au courant d'un peu c'est quoi qui se passe avec TransCanada puis le projet de la ligne 9. Ça va partir d'un bout à l'autre du Canada pour faire transférer des millions et des millions de barils par jour à travers le sol canadien. C'est des techniques qui sont critiquées de toutes parts parce que très dangereuses et mauvaises pour la santé humaine, animale, végétale. C'est pour ça qu'on parle d'une perspective de lutte vraiment large à partir de ce printemps. Il y a de plus en plus de liens qui sont en train de se tisser entre les mouvements étudiants, les mouvements syndicaux et les groupes populaires parce qu'on a l'impression devant l'urgence qu'on se fait attaquer de toutes parts, c'est l'ensemble de la société qui est mise à mal. Donc, dans les milieux militants, il se parle de plus en plus d'une nécessité d'alliance puis de front commun contre les politiques qui sont vraiment largement dévastatrices. En ce moment, concrètement, le milieu étudiant est en train de se mobiliser à travers le Québec. Les comités Printemps 2015 sont présentement en tournée à travers le territoire pour parler d'une grève générale à partir du 21 mars. C'est des choses qui, évidemment, vont se décider dans chacune des associations, mais il y a vraiment un appel de grève générale qui est lancé. La campagne de mobilisation est en marche. On espère, en fait, en déclenchant une grève générale dans le milieu étudiant à partir du 21 mars, venir servir d'appui dans le rapport de force avec le gouvernement de façon vraiment importante, parce que la fin des conventions collectives arrive à la fin mars, puis là, on va assister à une espèce de brèche dans le Code du travail où est-ce que les syndiqués vont avoir le droit légalement de faire la grève. C'est un droit qui est strictement encadré, puis qu'il est très dangereux de dépasser parce qu'à ce moment-là, les syndiqués, les travailleurs, les travailleuses font face à de la répression juridique, la perte d'ancienneté de leur emploi, des baisses de salaire, etc. C'est des conséquences qui sont vraiment très larges et dont le corps étudiant n'est pas menacé. Il est là notre aspect stratégique important, c'est le fait qu'en tant que corps social cohésif, donc qui appartenons aux mêmes structures politiques, on a cet impact-là, nous, de ne pas être assujettis à un code qui entrave notre droit de grève. On est le seul corps social au Québec en ce moment, puis possiblement au Canada, qui est susceptible de déclencher des grèves générales à saveur solidaire, politique, d'envergure. L'idée derrière le 21 mars,
c'est qu'on puisse avoir le temps d'avoir 3 semaines de grève générale étudiante avant que les conventions collectives arrivent à échéance et que là, le corps travailleur parte également en grève, ce qui amènerait une deuxième vague de rapports de force avec le gouvernement. Il faut penser à l'ampleur de la grève étudiante en 2012, malgré que c'est un contexte absolument différent, il en relève quand même des mêmes dynamiques. On a un pouvoir de mobilisation qui est quand même important. Donc, à partir du moment où la classe étudiante est dans la rue, moi, je suis convaincue que le gouvernement commence à se ronger un peu les ongles. Puis, s'il fallait que le gouvernement se retrouve face à un mouvement de grève syndicale, populaire et étudiant, il va peut-être falloir qu'il ravale un peu de son arrogance puis qu'il pense à négocier avec la société dont il est supposé être redevable. Sinon, on a un agenda militant très rempli, du moins à Montréal, pour ce printemps. C'est des choses qui vont espérément voir le jour à Sherbrooke également. On parle d'une grève nationale qui est organisée par l'AC le 2 avril. L'AC a également un mandat de grève sociale pour le 1er mai. Il y a plusieurs organismes qui s'organisent pour une grève sociale également pour le 1er mai. Ça brasse énormément du côté des syndicats dans le secteur de la santé qui voient leurs conditions de travail incroyablement précarisées. Il y a aussi les syndicats du corps enseignant professoral qui risquent possiblement de partir en grève avant les étudiants et les étudiantes, compte tenu les attaques phénoménales contre leurs conditions de travail. Une chose dont il faut se souvenir là-dedans, c'est qu'on est un peu tous interreliés dans la société, le corps étudiant, le corps enseignant, le corps professoral, les syndicats, etc. Ce n'est pas des choses qui sont segmentées puis qui sont... tout est homogène là-dedans. Quand les syndicats en ce moment sont en train de se battre pour leurs propres conditions de travail, ils et elles se battent pour les conditions de travail qui vont être les nôtres une fois qu'on va avoir fini de s'endetter pour notre diplôme puis qu'on va sortir sur le marché du travail pour essayer de faire fructifier nos efforts et notre endettement. Il ne faut pas voir ça comme des luttes séparées. On est attaqué en tant que société puis il faut répondre en tant que société. C'est ça que prône l'idée de la GGI étudiante à partir du 21 mars, mais aussi l'idée de la grève sociale entre le 21 mars et le 1er mai. On vous invite donc fortement à refuser de collaborer avec une économie qui n'avantage pas la majorité des gens. Quand on parle de grève sociale, on parle d'un refus commun de continuer de participer à ce paradigme-là qui nous met vraiment en situation de précarité. Donc, vous allez excuser mon dialecte ucanien radical, mais on parle de blocage, de perturbation économique, d'occupation, de grève sauvage. Il faut à ce moment-là penser en termes d'autogestion, de groupes affinitaires. Rassemblez-vous en communauté, puis réfléchissez à ce qui est possible de faire. Que ce soit dropper une bannière, faire une manifestation spontanée ou carrément occuper des locaux gouvernementaux. Tout est permis à partir du moment où est-ce que le contrat est brisé avec le gouvernement et que celui-ci cesse de respecter son engagement envers nous. Je ne vois pas pourquoi, en tant que société, on continuerait de lui offrir collaboration et soumission. Voilà. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site printemps2015.org. Le site de l'AC a également son calendrier d'affichés. Le site nonausose.org et la coalition Main Rouge sont aussi activement impliqués dans la lutte. Il y a vraiment différents organismes là, qui sont en organisation en ce moment. Donc, il suffit de fouiner, il y a définitivement matière à s'investir. Voilà, je vous souhaite merci. Je vous souhaite merci, oui, et un joyeux printemps.